Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. C'est la dernière de la saison, mais vous aurez droit, bien évidemment, à un prolongement pendant ce qu'on appelle les grandes vacances avec des rediffusions et on vous prépare une petite sélection sympathique. Mais pour l'instant, nous vous obéissons. Vous nous avez dit, avant de partir en vacances, on veut un politique. Mais on veut quelque de nouveau. On vous a dégoté ce qui se fait de meilleur en matière de politique nouveau, plein d'innovations, plein de surprises et surtout une rigueur absolue parce qu'on a pris un enseignant. Voilà. Charles Chammas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Marajo, de m'avoir invité. Ça fait des mois, voire des années que je vous cours après. Là, vous êtes prêts? Je suis prêt à passer sur le grill. C'est parti. La température va être élevée, vous savez ça? Bon, alors, il faut quand même rappeler que vous êtes un enseignant d'histoire et de géographie. Voilà. Ce qui se fait de mieux en matière de culture, ce qui se fait de mieux surtout en matière d'engagement citoyen. Absolument. Parce que vous êtes très très proche de vos étudiants, oui. Qui d'ailleurs vous le rendent bien, puisque je crois qu'ils vous ont à plusieurs reprises félicité. Ils sont venus vous supporter. Surtout dans les moments difficiles, n'est-ce pas? Oui. Et il y a eu des moments difficiles. Absolument. Ça vous apprendra à faire de la politique. Voilà. Et évidemment, vous êtes membre du PPM, il faut quand même le rappeler. Oui. Le PPM tient dans une cabine téléphonique ou il y en a un peu plus? Absolument pas. Le PPM va très bien. Le PPM va très bien. Oui. Bon. Vous dites ça avec un petit sourire quand même. Non, mais parce que vous me faites rire. En fait, il y a... C'est la cabine téléphonique qui vous a fait sourire? Oui, tout à fait. Non, mais il reste combien de membres du PPM? Aux dernières nouvelles, il y a à peu près 500, 600 quarantés. D'accord. On est quand même loin des milliers de personnes. On a 2000 sympathisants. Ah, quand même. Mais pas 2000 membres. Non. Mais ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous dites la vérité. Ah ben écoutez, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit exactement le contraire, qui ont refondu membres et sympathisants. Mais c'est pas grave. En tout cas, le parti est présent. Il est présent à la fois à travers ses élus, il est présent à travers ses balisiers. Alors pour les gens qui nous écoutent, les balisiers, c'est des petites implantations. Parfois, il y en a des très grosses, à la fois à Fort-de-France et puis sur l'ensemble de la Martinique. Oui. La question, c'est qu'est-ce que vous faites au PPM? Personnellement, ou qu'est-ce que le PPM fait? Vous. Moi. Eh bien, je suis membre du comité national. Et, le comité national, c'est le gouvernement? Le comité national, c'est l'organe de direction présidé par le président Didier Laguerre. Et puis, il y a un secrétaire général qui coordonne l'action du parti. Le président, il y a encore un secrétaire général? Parce qu'aux dernières nouvelles, il avait été remplacé. C'était Alain Alfred. On lui a dit, Alain, mets-toi de côté, parce que globalement, il y a eu des problèmes. Et puis, il a été remplacé par une espèce de groupe de 7 personnes, je crois. Un COT. Ah, oui, un comité opérationnel de transition. Alors, pourquoi vous parlez du secrétaire général? Parce qu'un secrétaire général ne peut pas être démis comme ça. Un secrétaire général, il a été désigné par un congrès, et s'il est démis, il faut qu'il soit démis par un congrès. Ah, donc vous allez vous faire des potes encore, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de secrétaire général. Ben écoutez, moi, je suis un légaliste. Donc, et les textes disent ça, donc moi, c'est ce que je considère. Très bien. Alors, ma question était double. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous nous avez expliqué votre rôle et le fait que vous soyez membre du comité national. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là encore? Parce qu'il y a beaucoup d'amis à vous qui sont partis. Et si vous êtes là, c'est par fidélité, c'est par calcul, c'est par ambition. Pourquoi vous êtes encore là? Eh bien, simplement par loyauté vis-à-vis des idées. Je suis un autonomiste convaincu et j'imagine que c'est la raison de ma présence dans le parti. Je souhaiterais aussi vous dire que le parti est l'un des meilleurs instruments politiques en Martinique parce qu'il a une idéologie, il a des élus, il a aussi
un territoire, enfin deux, puisqu'il y a encore Basse-Pointe qui sont PPM. Et puis, il y a les lundis du parti qui sont des moments de retrouvailles, de discussion, d'après-discussion, dans lesquels on aborde tous les sujets de l'actualité, que ce soit local, national ou mondial, et qui permettent aux militants, aux sympathisants, mais aussi aux membres du comité national et aux élus de venir échanger autour de ces thèmes. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou est-ce que vous retrouvez cet espoir à travers les jeunes? Parce qu'on a vu éclore toute une série de jeunes au PPM. Ce n'est pas le cas dans tous les partis. Déjà, le nombre de partis du type PPM, c'est considérablement réduit. Par contre, nous, on a compté les petits partis de communes, vous savez, il y en a 78. Oui. Donc, environnement concurrentiel assez sévère. Ce qu'on appelle les partis localistes. En fait, c'est vous qui les appelez comme ça. Mais écoutez, moi, je suis de l'ancienne génération. Et je considère que, bon, l'échiquier politique s'organise autour de courants de pensée. Vous avez les libéraux qui sont plutôt à droite et vous avez les socialistes qui sont plutôt à gauche. Et l'autonomie, c'est une position qui est un petit peu originale parce qu'elle est centrée sur la considération de la nécessité de permettre à un territoire de se gérer par lui-même. Donc elle n'a rien à voir avec les idéologies. Alors, oui. Et donc, quand vous me parlez de partis locaux, c'est-à-dire de petits partis sur les communes, eh bien, ma foi, ce sont des partis qui s'ancrent territorialement de manière à avoir une assise politique avec une proximité cultivée vis-à-vis des citoyens et de la population. Mais c'est quand même ces petits partis localistes, comme vous les appelez, qui vous ont permis d'avoir un siège à la CTM. Mais je ne crache pas dessus. Ah, d'accord, quand même. Non, absolument pas. Non. Je dis simplement que le Parti progressiste martiniquais est encore un parti présent dans bon nombre de... Au sens classique du terme. Oui, voilà, dans bon nombre de communes et les représentants du parti continuent de faire vivre leur balisier. Qu'est-ce qu'un jeune vient chercher au PPM ? Il vient se ressourcer. Il vient déjà découvrir la philosophie du parti, la pensée de Césaire. Il vient aussi... s'aguerrir, parce que, comme je vous disais, c'est un lieu de discussion, d'après-bataille. On débat parfois de manière assez passionnée sur des thèmes qui sont instructeurs, qui sont édifiants. Et puis, je crois aussi que les jeunes viennent simplement pour une expérience citoyenne, une expérience de militant politique, parce qu'on ne commence pas la politique comme ça, un jour, en se réveillant le matin, en se disant on va faire la politique. Voilà, exactement. Si je vous dis Johnny Ajar, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Je ne parle pas de ce monsieur. Et je souhaite qu'il ne parle pas de moi. Je ne parle pas de ce monsieur, ça fait beaucoup de mots. Hein. Et je souhaite qu'il ne parle pas de moi. Est-ce qu'un jour, c'est vrai que Johnny Ajar est venu au parti en accusant un certain nombre de membres du PPM d'avoir tenu des propos racistes à son encontre ? Là, on ne parle plus de Johnny Ajar, on parle de l'éthique au sein d'un mouvement politique. Disons que cela me gêne dans la mesure où ce qui se déroule au parti reste au parti. Moi, je ne souhaiterais pas faire l'écho de ce qui s'est passé. Vous savez, ça s'est passé au comité national, j'étais président bien évidemment, et j'estime que c'est une histoire proprement progressiste. Je pense très honnêtement que les dérapages verbaux, tout le monde en a. Maintenant, quand on dérape verbalement, on essaie de se rattraper, de s'excuser ou alors de faire amende honorable. Bon, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas entendu cela. Bon, alors, je vous pose la question parce que Johnny Ajar, on le connaît depuis très longtemps. Vous ne voulez pas parler de lui, mais moi, je vais vous parler de la communauté syro-libanaise, dont vous faites partie. Tout à fait. Qui est régulièrement l'objet d'attaques racistes. Comment vous prenez ça ? Alors, quand vous parlez, vous qualifiez les attaques racistes, moi je mets beaucoup de guillemets. Il y a... Je ne parle pas de ce qui s'est passé. Non, tout à fait. Je parle de la campagne, des campagnes, je parle de la vie quotidienne, je parle de ce qu'on entend quand on remonte des rues de Fort-de-France, je parle du climat qui régulièrement revient. On a l'impression que ça ne sera jamais fini. Et vous, comme vous êtes membre de cette communauté, j'ai face à moi un témoin de cette réalité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que derrière, il y a à terme des menaces sur la laïcité de la vie politique, déjà,
et sur la protection des hommes et des femmes qui veulent se lancer en politique. La laïcité, c'est la considération de la séparation de l'Église et puis de l'État. Oui, mais là, en l'occurrence, comme il y a des connexions entre des obédiences et des ethnies, parfois, il y a une espèce de... Figurez-vous que la plupart des Syro-Libanais en Martinique sont chrétiens. Ah ben oui. Ils sont orthodoxes. Et peu de gens le savent. Ils sont orthodoxes. Il y a très peu de musulmans. Voilà. Il y en a quelques-uns. Et je veux nuancer votre propos pour dire deux choses. La première, c'est que... C'est une question, ce n'était pas un propos, c'était une question. La première, c'est que Claude Lise a été l'un des premiers Syro-Libanais d'origine syrienne à avoir fait de la politique. Ça ne l'a pas empêché. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ça ne l'a pas empêché de faire une carrière politique brillante. Oui. Et je crois que c'est l'un des plus capés en Martinique en termes d'élus et en termes de carrière politique. Mais d'être régulièrement attaqué par ceux qui savaient sur ses origines syro-libanaises. Et là, justement, je vous dis que je fais une distinction entre les affidés, c'est-à-dire ceux qui font partie des partis politiques, qui sont au courant de ce genre de détails-là, et puis qui vont essayer d'en faire un aiguillon de manière à blesser. Ouais. Et puis il y a l'immense majorité de la population martiniquaise qui nous considère comme des Martiniquais. Quand on me parle créole, vous savez très bien que je ne parle pas créole contre tout le monde. Ouais. Ma mère est née au Saint-Esprit, d'une famille qui s'appelle la famille Félix Théodose. Mon père, Chamas, est arrivé ici en Martinique en 1939. Je pense qu'aucun de ceux présents ici n'était né à l'époque. Et ma foi, ils se sont mariés et ils ont eu des enfants. Donc, très honnêtement, j'ai été en classe au séminaire au collège et mes camarades ne m'ont jamais considéré comme le Syrien, même s'il y a une attaque qu'on peut qualifier d'amicale pour effectivement identifier cette origine-là comme une boutade. Quoi. Alors, allons plus loin, parce qu'il faut évacuer quand même Je vous en prie. Les bobos, oui. On appelle ça comme ça. Est-ce qu'au sein du PPM, il y a des gens qui défendent une philosophie négriste? C'était l'une des accusations de Johnny Agent. Alors, vous savez, vous êtes bien informé. Césaire a parlé de négritude. Et pour lui, la négritude, c'était un concept littéraire. Ouais. La négritude, c'était inverser le stigmate. Quand on traitait quelqu'un de nègre, c'est-à-dire une insulte, Césaire a dit, eh bien, comme vous me traitez de nègre, je suis un nègre et le nègre vous emmerde. Et en fait, il inverse ce stigmate pour dire que le nègre, finalement, c'est sa fierté. Et il va faire, à la face du monde, une démonstration magistrale, c'est celle de ce concept littéraire, et puis celle de la traduction politique de l'autonomie, pour montrer finalement que le nègre est capable de réfléchir, le nègre propose à la face du monde une réalité politique objective, et puis il réussit sa carrière politique et sa carrière littéraire qu'on connaît. Les négristes, ce sont ceux qui veulent mettre en avant la couleur noire, c'est-à-dire qui se disent que le noir en Martinique et dans les territoires anciennement colonisés doit reprendre entièrement sa place, doit diriger. Alors c'est le courant de Malcolm X et des autres Black Panthers. Farrakhan, voilà, etc. Exactement. Et qui disent que les Noirs doivent rester avec les Noirs. Le Black Power, Black Muslim, ce sont des gens qui veulent prendre le pouvoir et qui veulent assumer leur identité de Noirs. Et donc le négri, c'est celui qui va considérer que le militantisme se fait autour de la couleur noire. Alors quand on parle de négriste, on veut simplement dire que ce courant de pensée-là a lieu au parti. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout pour deux raisons. La première, c'est que le racisme anti-blanc, je n'en connais pas, tout simplement parce que le racisme, c'est un concept qui est systémique. Comme souvent les Européens, les Caucasiens ont le pouvoir, forcément, eh bien, ils contrôlent. Tandis que ceux qui sont stigmatisés, ceux qui sont mis de côté, ostracisés, eh ben, c'est les Noirs. Et donc, quand un Noir ou quand quelqu'un de couleur n'aime pas les Blancs, on va parler d'un sentiment anti-blanc. Je ne crois pas qu'il y ait de racisme anti-blanc, simplement parce que, comme je vous disais, le noyau et puis les éléments structurants de la société, que ce soit martiniquaise ou française, sont des éléments qui sont dominés par des personnes blanches. Alors,
quand on parle de négriste ou de négrisme au parti, je pense très sincèrement que non, dans la mesure où il n'y a que le concept de Césaire, la négritude que je connais, parce que je ne vois pas de racisme contre tel ou tel. Enfin, personnellement, je n'en ai jamais vécu. Oui. Et vous savez, la déception d'avoir perdu ou une once de pouvoir, ou alors d'avoir raté, comment dire, la main mise sur quelques éléments structurants d'une organisation, peuvent emmener à caricaturer et à ce genre de dérapage verbaux. Je n'y souscris pas du tout. Bon, très bien. On a évacué ça. Toujours en matière de politique, vous savez que dans quelques semaines, il va falloir se déterminer. Alors, nous ne sommes pas concernés par les élections du 27 septembre, qui sont les élections sénatoriales, mais par contre, nous sommes concernés, à nouveau, ça n'arrête pas, ce sera la 3e en 3 ans, par les élections législatives. Encore faudrait-il qu'il y ait une solution. Non, il y aura une élection présidentielle. Mais le mandat législatif, c'est 5 ans, et ça fait 3 ans que les députés ont été élus. Donc il faudrait que le nouveau président dissolve. Eh oui. Et vous pariez qu'il ne va pas... Je ne sais pas du tout. Alors, imaginons. Voilà. Imaginons qu'il se mette Hypothèse d'école. dans cette hypothèse et qu'il y ait des élections législatives au mois de juin 2027. Est-ce que vous seriez candidat aux élections législatives et à quelles conditions? Il faut que je fasse d'abord les téléspectateurs. Vous voulez leur faire Mais non, vous m'avez donné un rire. programme que j'ai préparé scrupuleusement pour l'instant d'abord. Mais bien sûr vous... Bon, ça vous dérange? Non, non, du tout, du tout. Vous êtes capable de répondre à toutes les questions. Absolument. Alors, vous savez, quand on est dans un parti, il y a des organes, il y a un fonctionnement. Et le fonctionnement veut qu'il y a une commission d'investiture. Donc, Oui, mais on Monsieur fait Chamas, acte de candidat. ça, chaque fois que j'interroge un membre d'un parti politique, il me sort ces trucs-là. Bon, OK, il faut attendre que le parti, machin, etc. Ben Bon. oui. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ah, Oui. ça vous intéresse donc? Si j'ai le sceau, Oui, bien évidemment. Du parti. Enfin, le sceau, il y a des mecs qui avaient le SCAU. sceau. Il y avait des mecs qui avaient le sceau le lundi. Vendredi, ils n'étaient pas candidats. Mais je ne vais pas revenir dessus. Imaginons que vous soyez choisi par le parti. Pour ça, il faut d'abord que vous puissiez manifester votre intérêt pour l'élection. Absolument. OK? Donc, ma deuxième question, c'est pour faire quoi? Excellente question. Pour sortir de la sempiternelle querelle statutaire et pour proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors là, vous êtes déjà fait des potes au début de cette émission J'en ai encore d'autres. en disant, vous en avez quelques-uns, en disant, moi je suis un légaliste et le secrétaire général n'a pas été démis, donc il existe Très encore. clairement. Rappelons son nom, il s'appelle Alain Alfred. Alain Alfred, que je salue. Et là, vous venez de dire, il faut arrêter cette histoire de querelle statutaire. Alors rappelez-nous quand même les fondamentaux de cette querelle. Ben écoutez... Elle existe au sein du parti oui, progressiste? oui, mais vous savez, moi je ne suis pas contre l'évolution du statut. J'ai plusieurs dates en tête, que ce soit la Convention de Morne-Rouge en 71, 99, liste à Maya, C'est l'histoire de la Congrès, gauche etc. martiniquaise. Voilà, tout à fait. L'appel de Fort-de-France, et puis dernièrement le Congrès des élus qui permet un vote à l'unanimité en faveur des pouvoirs normatifs autonomes de manière à pouvoir écrire des lois pays, mais aussi adapter les lois Hexagonales. votées dans l'Hexagone à notre pays. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On est tempéré, on est une petite île, on a seulement 12% d'industrie, alors qu'en France, ils en ont 18. Enfin bon, il y a des spécificités, il y a des particularités, il y a des contraintes géographiques, culturelles, sociologiques, et qui font qu'on n'est pas la France. On n'est pas la France. Par contre, je ne crois pas que cela suffise. Je ne crois pas que cela suffise, tout simplement parce qu'il y a deux manières de faire de la politique. La première manière, c'est de considérer que
le territoire, c'est un territoire homogène, c'est un territoire qui n'a pas d'aspérité, c'est un territoire qui peut être géré de manière identique et on va prendre une décision et on va l'appliquer exactement de la même manière sur tout le territoire. Et puis, il y a une autre manière de considérer, c'est de dire que le territoire a des aspérités, il a des contraintes. Les particularités de la Martinique, c'est 1100 km². Séisme, volcanisme, pluie diluvienne, ruissellement, raz-de-marée, très peu de terrain plane, retrait des côtes avec la montée des eaux. C'est aussi l'absence de secteur secondaire. C'est une population dont la démographie est en train de décroître à la vitesse de 4000 habitants, 3500 habitants par année. C'est tout ceci. Et puis c'est aussi une population qui doute parce qu'elle a été installée dans un confort, entre guillemets, que je qualifie de rudimentaire, confort matériel dans le sens où les transferts sociaux et les salaires des fonctionnaires, 40%, permettent une relative aisance de surface, mais le guichet, c'est-à-dire l'économie de comptoir, c'est-à-dire aller chasser sa proie avec la carte bleue dans le supermarché et voilà, et puis chercher les fonds européens, les subventions, etc. Disons qu'il y a une fragilité sur ce modèle-là parce que on a des agriculteurs qui ont du mal à vendre leur production parce que c'est une production qui est bonne, qui est intéressante. Et on a des importations massives qui font que... Je vous raconte une anecdote de 2 minutes. Oui, mon voisin qui vend des melons, qui travaille à Sainte-Anne, un jour, il a fait une belle récolte et il est allé voir un propriétaire de supermarché en disant que son melon, il lui revenait, je vous dis une bêtise, je ne dis pas les chiffres, mais 1,32 € le kilo. Et le propriétaire de supermarché lui a dit « C'est bien beau, mais moi je viens de recevoir, ou bien je vais recevoir un conteneur de melons et moi ils me reviennent à 82 centimes. Donc qu'est-ce que tu fais? Ou alors tu t'alignes, ou alors tu gardes tes melons. » Eh bien, il a été obligé de négocier de manière à vendre sa récolte à perte. Voilà les véritables problèmes. Et donc, moi je crois très honnêtement que l'approche, elle doit se faire par une loi cadre. Une loi. Donc, vous en résumé, compte tenu des caractéristiques que vous venez de nous décrire, vous dites, vous êtes d'abord favorable, ou plutôt favorable à une loi qui changerait un peu le cadre, mais pas à une évolution constitutionnelle. Je suis d'accord avec l'évolution constitutionnelle, mais celle-ci ne suffirait pas. Il faut qu'elle soit accompagnée d'une loi qui corresponde au territoire. La Guyane, ce n'est pas la même chose que la Guadeloupe, ni la même chose que la Martinique, ni la même chose que Mayotte. Je suis d'accord avec vous. Simplement, on a une problématique majeure. Où intervient ce qui est inscrit dans la Constitution, le vote de la population, la consultation de la population. Après, alors justement, comme je vous dis, eh bien... Quand vous dites après, c'est... C'est-à-dire que la loi, la fameuse évolution dont on a parlé là, l'appel de Fort-de-France, c'est les pouvoirs normatifs autonomes. Bon, eh bien, il faut que ces pouvoirs normatifs autonomes obtiennent l'onction démocratique de la population, obligatoirement. Donc ça, c'est avant, alors? Oui, ça, c'est avant. Avant. Bon, vous me faites peur parce que il y a un certain nombre de gens qui sont, dont des membres du PPM, mais pas seulement. Vous avez dit que le Congrès a voté à l'unanimité. Oui, tout à fait. Qui commence à distiller une petite musique selon laquelle on n'est pas obligé de consulter le peuple. Ah non. Vous vous situez où par rapport à ces idées-là? Absolument pas. De toutes les façons, c'est le peuple qui décidera. Les politiques ont fait des propositions, le pouvoir normatif autonome ont été adoptés par le Congrès des élus. Maintenant, il faut que les politiques partent à la conquête des cœurs et des esprits de la population, de manière à leur expliquer en détail et avec des exemples ce qu'il y a possibilité, ce que cette nouvelle configuration-là va proposer. Et la loi dont je parle là, elle viendrait après. Il s'agirait bien évidemment de convaincre la population, de convaincre le gouvernement, de convaincre les autres collègues parlementaires des autres RUP, régions ultra-périphériques, et de manière à faire un front commun et uni pour finalement expliquer que le statut, si on reste dans un cadre institutionnel pareil et équivalent, le statut, disons qu'il ne va pas pouvoir toucher véritablement le territoire. Alors bon, on connaît les réponses qui sont faites à cette philosophie très classique en disant, bon,
vous n'êtes pas capable de faire avec ce que vous avez, pourquoi vous voulez nous dire que vous serez meilleur avec d'autres statuts? Je réponds. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ah. Ce qui nous intéresse, c'est en quoi vous vous opposez, très clairement, là, ce soir, au tenant de « il est possible d'obtenir ces évolutions institutionnelles sans passer par la consultation des Martiniquais ». Ah non, non, non. Alors, moi, je vous dis franchement, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui souhaite une évolution institutionnelle sans l'onction démocratique. Hein. Je n'ai jamais entendu ça. De quelque bord politique qu'il soit, on a discuté en congrès, j'étais en commission ad hoc, et que je me retrouvais face à des membres de l'autre parti, on était face à face, on discutait, et M. Soukramayen était là, un constitutionnaliste était là pour nous aider, et jamais il n'a été question d'éviter le passage. Ça, c'est officiellement. Mais officieusement, c'est tellement à la mode que Yann Monplaisir et Dany Chaumet écrivent un texte qui s'opposent à l'entité unique de l'eau, mais qui disent ça, c'est un coup de force antidémocratique qui prélude à ce qui pourrait se passer pour le statut. Donc, ils ont entendu un certain nombre de choses. Vous êtes sourd à ces discours? Il se trouve que j'ai répondu à ces messieurs. Il se trouve que j'ai fait une tribune et que j'ai répondu à ces messieurs. Ne bougez pas. On va garder un peu de temps. Et comme c'est chaud, on va demander aux téléspectateurs de nous accorder une petite pause et on revient pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Je vous en prie. Je sais que vous adorez Charles Chammas, parce qu'il n'intervient pas beaucoup, mais quand il parle, c'est du sérieux. Monsieur Chammas, dites-moi. Est-ce que vous êtes conscient que les élections législatives qui vont venir vont faire bouger de manière sérieuse le paysage politique martiniquais? Je pense que oui. Je pense que oui. Oui, mais il y a quand même des députés qui sont bien installés, hein, qui sont élus confortablement. Vous pensez qu'il n'y aura pas de changement particulier? Oui, je pense que ça va faire bouger, mais bon, il y a des élus qui sont... Je vous dis ça à l'aune des résultats des élections municipales. Vous avez bien noté que les choses ont bien bougé. Oui, tout à fait. Et puis surtout que ces élections législatives, comme les élections municipales que nous venons de connaître, vont servir de base préparatoire à l'élection, à la mère de toutes les batailles. La CTM. L'élection à la CTM. Vous avez peur de perdre le pouvoir? Du tout, du tout. Enfin, alors, deux choses. La première, encore pour nuancer, la conjoncture a changé énormément entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un désordre géopolitique incroyable. Aujourd'hui, guerre en Ukraine, Gaza, bon, ça s'est un petit peu calmé, Iran, bon, il y a un président américain qui ne reconnaît pas ses amis, enfin, qui fait mine de ne pas garder en mémoire les alliances qui datent de 1945 et qui est en train de fractionner l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord, qui date de 1947. Bon, mais tout ça fait qu'il s'est rapproché de la Russie, bon. Et aujourd'hui, il est en train même de faire des affaires avec l'Iran. Bon, on voit bien que même... Mais quel impact sur Mandoré, reculé L'impact est le suivant. L'impact, c'est que la France n'a plus autant d'argent à distribuer au territoire. Je crois que pour les Outre-mer, il y a moins 8 milliards. Et de ce fait, toutes les collectivités locales et territoriales sont impactées. Et donc, il y a des économies à faire partout. Donc, on ne peut plus promettre, à tout va. On doit avoir des projets raisonnables. Et puis, on doit surtout avoir une imagination de manière à essayer de voir comment faire mieux avec moins. Et puis surtout, comment faire mieux et tout près. Et c'est ça, en fait... Vous m'attendez la perche. Vous m'attendez la perche. La situation financière de la CTM, vous la vivez au quotidien. Oui. À la fois parce que vous êtes conseiller territorial. Oui. Et surtout parce que vous êtes le président d'un organisme fondamental pour la lutte contre la violence. Vous avez vu le raccourci? Ah ben, très bien, très bien. Ça me va. C'est bien ça? Ça me va absolument. Qui est l'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation pour les adultes. L'ancien AFPA. AFPA. Ouais. Bon.
et vous souffrez de manière structurelle de délais de paiement ou de contribution à votre budget, on va dire ça comme ça, de la dotation, CTM. oui. Vous êtes considéré comme un satellite de la CTM, et il y en a plein qui sont dans cette situation. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je peux vous donner quelques éléments. On attend ces éléments. Voilà, donc je vais vous les donner. On va faire court parce que j'ai... Oui, vous avez d'autres choses. Ben oui, et vous avez des choses à nous dire. Oui, bon, écoutez, très honnêtement, il y a eu, à l'arrivée en 2021, un constat terrible, qui est celui de trouver environ 197 millions d'euros de dépenses non budgétisées. Voilà. Bon, allons dire la vérité aux Martiniquais. De factures impayées. De factures impayées. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'époque? Non, mais écoutez, alors, ça n'est pas un secret. Quand le président est arrivé au pouvoir, On parle de Sir Letimi. Oui, son conseil exécutif, Arnaud Nekoaï, lui a proposé de mettre ça sur la table et puis de voir comment la CRC prenait la main et éventuellement voir comment le préfet prendrait la main sur la CTM. Le président a considéré que c'était lui couper les ailes alors qu'il n'avait pas encore véritablement mis à l'ouvrage sa politique et puis il n'avait pas encore mesuré, parce que ça ne se découvre pas du jour au lendemain. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on constate que les choses sont plus graves. Alors, faire un peu d'historique. La campagne pour la conquête du pouvoir avait été basée sur un mot fabuleux qui était matelas. Oui. Oui. OK? Et à l'arrivée au pouvoir, il y a plus de matelas, le matelas a disparu. Alors, la régie m'interpelle sur le fait que vous avez gardé votre bouteille d'eau. Vous pouvez la faire descendre. Oui. Voilà, c'est parti. Bien. Alors, vous arrivez au pouvoir, vous vous attendiez à un matelas, il n'y a pas de matelas, il y a un trou. Enfin, c'est ce que vous dites, hein? C'est ce que vous dites. C'est ce que le cabinet Club Fair dit aussi. Hein. Il a été mandaté. En 2021, le président Letchimy écrit au ministre des Outre-mer, au ministre du Budget pour le dire. D'accord, mais le problème, c'est qu'il choisit stratégiquement de ne pas être mis sous tutelle, parce que s'il met ça dans ses comptes administratifs, on est bien d'accord qu'il y a mis sous tutelle immédiate, puisque à cause de ce trou, le déficit explose. Tout à fait. Et il y a une limite pour le déficit. Je crois que ce qui est toléré, c'est 5%. Et là, ce serait au-delà de 5% de déficit. Bon, donc il y a un choix stratégique qui est fait, c'est de taire ce trou. Mais il est toujours là. Hein. Le trou a été rattrapé à hauteur de 90 millions. Ouais. Il a été rattrapé à hauteur de 90 millions sur les 200 approximativement. Et l'épargne brute de la CTM sera bonne, c'est-à-dire autour de 10% en 2030, c'est-à-dire après notre mandature. Parce qu'en fait, D'où ma question. Comment vous allez faire? Vous, comment vous faites au quotidien? À l'IMFPA? Oui. Alors, à l'IMFPA, deux choses. La première, c'est qu'on a effectivement des retards sur paiement des factures. Et donc, puis, ça, c'est les fournisseurs? Oui, les fournisseurs. Et les salaires? Non, les salaires sont honorés. Les salaires sont honorés, c'est une priorité. Et puis, il y a aussi régulièrement des moratoires qui sont demandés pour les dettes sociales et fiscales. Ça, c'est la Sécu, l'IRCOM? Voilà, okay. Pour nous permettre d'être éligibles aux fonds européens. Puisque, la CTM, c'est notre gros fournisseur, notre gros pourvoyeur de fonds. Mais on est aujourd'hui sur un modèle économique d'environ 4%. On est un EPCI, établissement public industriel et commercial. Vous êtes comme une entreprise. 4% de commerce. Ouais. Et puis, on est à 45 fonds européens et 55 CTM. Et on essaie d'inverser le financement. Ce qui vaut pour vous, vaut pour quasiment tous les satellites. Oui, tout à fait. C'est pas tenable. C'est difficile. Pour dire la vérité, on est en dialogue de gestion tout le temps. C'est-à-dire que j'ai vu le président Letchimy. Le dialogue de gestion, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? C'est un petit marchandage? Non. Bon, moi ça... Non, absolument. C'est quoi? C'est faire le point
sur les besoins budgétaires, Ouais. sur les équipements qu'il y a à mettre, sur la rénovation du plateau technique, sur les dettes sociales, fiscales et les dettes fournisseurs, et puis monter à la CTM, voir le président du conseil exécutif, accompagné de son directeur général des services et accompagné de son directeur général Charles adjoint. Chambas, s'il n'y a Oui. pas d'argent, on le prend où? Il le prend où, les chimistes, s'il n'y a pas d'argent? Parce que quand vous montez le voir, vous lui dites, chef, j'ai besoin d'un peu d'argent pour payer le quotidien, mais avant vous, il y a un type qui est passé le voir, et puis après vous, il y aura une dame qui va dire exactement la même chose. Comment il fait? C'est quoi? Ingénierie financière. Saki Baïta. C'est-à-dire qu'on essaie... Les gens veulent savoir. On essaie de voir la DGA Cofin pour les financements Ça, c'est la structure de la CTM qui s'occupe de l'argent. de l'argent, voilà, pour voir comment il y a possibilité d'avoir ou des rallonges ou alors de trouver des niches financières qui correspondent au projet. Alors l'IMFPA est l'un des satellites où il y a le plus de possibilités, puisque comme c'est de la formation et que la formation en général est financée par l'Europe, on trouve des solutions. Maintenant, je ne dis pas que c'est aisé, je ne dis pas qu'on a gain de cause tous les jours. D'ailleurs, il y a eu un petit mouvement de grève au début du mois Ouais. pour les raisons que vous Qu'on a déjà évoquiez. évoqué. Oui, tout à fait. Bon, ben ça, c'est un truc sans fin, et ça c'est en lien avec ma question précédente. Est-ce que vous n'avez pas peur, à cause de ça, de perdre le pouvoir? Parce que les éléments de sondage que nous avons, nous ne sommes pas les seuls. Vous avez probablement entendu parler de ça. L'Alliance, c'est pas bon du tout. Hein. Les choix de la majorité des électeurs vont aux membres de PIA ou à d'autres. Mais pour l'instant, c'est PIA qui domine la donne. Il y a quoi comme stratégie pour faire en sorte de gagner malgré tout ces élections? La stratégie, c'est d'expliquer. Alors, expliquer, la situation est la suivante. Nous sommes tributaires d'une situation que nous n'avons pas, que nous avons trouvée, Oui. dont nous ne sommes pas les auteurs. Mais on dirait que vous avez une pudeur structurelle à Pourquoi dire qui est responsable de ça. Bon, Vous voyez, l'ancienne mandature. L'ancienne mandature. ça s'appelle de la langue de bois. Non, absolument pas. Dans l'ancienne mandature, il y avait beaucoup de gens. Le Grand Semblé. Ouais, l'actuel mais pas que. Grand Non. Mais pas que. Et puis aussi, l'un des meilleurs que vous avez nommé tout à l'heure. Vous voyez, voilà à quoi ça mène. Bon, allons sur un sujet qui fâche vraiment sans perdre de vue l'IMFPA. C'est quoi cette histoire de détournement de fonds de 14 millions d'euros dans laquelle la presse, mais pas seulement, la justice, la police, vous met, vous, en tant que président de l'IMFPA, mais également le CDAD. Alors, c'est un scandale, entre guillemets, bien évidemment, puisque rien n'a été jugé pour l'instant, qui a mis en cause la présidente du tribunal judiciaire à travers le CDAD, mais on dirait qu'il y a un lien avec l'IMFPA. Comment on peut... Alors, déjà, est-ce que c'est vraisemblable qu'on puisse détourner 14 millions de fonds européens en un an? Parce que là, ce serait un record absolu. Bon. Alors, c'est quoi la vérité? Non, mais vous savez qu'il y a une enquête en cours. Ça ne nous empêche pas de l'évoquer parce que On l'évoque, oui. mais je ne peux pas rentrer dans les, Oui, non, mais dans les détails. vous, est-ce que vous trouvez ça vraisemblable? Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu un dispositif qui a été fait par la CTM, qui a été confié à l'IMFPA, qui s'appelle Régie. Oui. Revenu, Émancipation, Jeunes Initiative. C'était Donc, pour les jeunes. C'est pour les jeunes en décrochage, en difficulté. Oui. Et Montant? 13,7 millions d'euros. Bon, on parle de 14 Voilà. millions, donc on n'est pas loin. Oui, oui. Et donc, à côté de cela, donc les ambassadeurs de la CTM allaient dans les quartiers, dans les bendos, c'est le nouveau mot pour désigner les ghettos, Quartier difficile. les quartiers difficiles, chercher les ambassadeurs, chercher des jeunes en difficulté, en déshérence. Alors, les NITS, ni en emploi, ni en formation, ni en études, qui représentent à peu près 14 000 jeunes sur les 56 000 qu'il y a en Martinique. On est 25% de NITS, alors qu'en France, c'est à peu près 12%. Et on allait les chercher pour les ramener
par l'intermédiaire d'activités, que ce soit associatives, que ce soit découverte d'un art, etc., on les ramenait à une vie, entre guillemets, sociale, économique, amour de soi-même, etc. Et donc la CTM et l'IMFPA ont conventionné. Et puis, donc, pour ce travail, donc, comment ça se passait? Il y avait au conseil d'administration de l'IMFPA des appels d'offres ou des appels à manifestation d'intérêt dans le cadre de régie qui étaient votés par le conseil d'administration de l'IMFPA et on accordait donc des marchés, entre guillemets, à des associations, etc., pour ramener ces jeunes. Et à côté de cela, il y a eu le CDAD, donc ce qu'on appelle le Conseil départemental d'accès au droit, c'est-à-dire une structure présidée effectivement par un magistrat qui veut sensibiliser le jeune à sa citoyenneté, à la conscience du fait qu'il vit dans un état de droit, etc. Pas que les jeunes, hein, attention. CDAD, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Oui, tout à fait. Et donc, mais dans ce cadre-là, les jeunes étaient initiés et il y a effectivement une convention qui a été réalisée entre l'IMFPA et le CDAD. Et là, la loi votée par l'Assemblée de la collectivité territoriale de Martinique a enjoint l'IMFPA de mettre en place ce dispositif régi et le conseil exécutif a jugé bon associer le CDAD à l'IMFPA. Et là, il y a une convention qui a été faite entre l'IMFPA et le CDAD et d'où on a accordé 3,5 millions d'euros au CDAD pour faire ce qu'il déciderait de faire. Et à partir de là, la partie CDAD ne me concerne pas. D'accord. Ne nous concerne pas. Mais bon, ça vous a fait tout drôle quand même d'être mêlé à ça. Ah ben, tout à fait. Garde à vue, un tas d'ennuis. Ah ouais. Pour quelque chose qui, a priori, devait bien se passer. Mais qu'est-ce qui s'est mal passé alors ? Alors, de ce que je sais, pour ce que la presse en a révélé, eh bien, les fonds accordés au CDAD n'ont pas été utilisés de manière idoine, de manière correcte. Et donc, le parquet européen financier a cru bon devoir venir demander des comptes à tout le monde parce que pour permettre la manifestation de la vérité. Oui, mais voilà. Alors pourquoi les Européens, entre guillemets, se mêlent de ça? C'est que c'est leur argent. Oui, c'est leur argent européen, absolument. Et ça ne plaisante pas. Non, tout à fait. Bon, on en est où là? Ben, me concernant, je n'ai pas de retour. J'ai envoyé un mail dernièrement à un enquêteur qui m'a répondu très lapidairement. Non, très poliment. On n'a pas de retour. Vous savez, dans ce domaine, on avait un assistant maîtrise d'ouvrage qui nous accompagnait. Et il était là dès lors qu'il y avait une décision d'attribution de quoi que ce soit. Et puis, petite fleur supplémentaire, l'ordonnateur, c'est le directeur de l'IMFPA. Oui. Voilà. Donc, je parle dans les statuts de l'IMFPA. Donc, vous comprenez ma double surprise de m'être retrouvé avec un chapeau à plumes sur la tête. Bon, eh ben, on espère qu'il n'y aura pas plus de plumes. J'espère. Bon, alors, revenons sur le rôle de la formation dans la prévention de la violence. Vous avez fait une excellente, ça c'est mon opinion personnelle, présentation de l'implication et du rôle de, on va dire, l'éducation à travers l'IMFPA pour lutter contre la violence, plus globalement pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas irrémédiablement aspirés par le trafic de drogue en particulier, mais pas que ça. Mais comment vous faites? Alors, vous avez des problèmes judiciaires, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes, allons être plein de mansuétude là-dessus, des problèmes de management, parce que vous venez de dire que vous aviez un ordonnateur qui était directeur et vous découvrez des trucs. Non. J'ai dit simplement qu'il est ordonnateur, que ma responsabilité n'est pas engagée. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, mais vous auriez pu... Vous auriez pu être informé, on va dire ça comme ça. Ah, je l'étais. Mais je dis juridiquement. Oui. Bon. Et je précise que l'ordonnateur en question a absolument, a fait tout dans les règles de l'art. Oui. Je précise ça pour expliquer comment ça fonctionne. Point. Oui, non, mais bon. Je n'incrimine personne. Non, mais moi, je fais référence à des choses du passé où il y a eu quelques problèmes de management. Bon.
comment vous faites pour faire en sorte d'être un modèle pour ces jeunes? Parce qu'un organisme qui a autant de problématiques, qui se heurte à autant d'obstacles, comment il fait pour apparaître comme étant une ressource, une solution pour les jeunes? Parce que je ne pense pas que les jeunes recherchent un modèle. Ah bon? Non. L'autorité symbolique, je n'y crois pas. Je crois très honnêtement en une approche pragmatique. Voilà ce que je te propose. Voilà ce que tu peux devenir. Voilà qui sont tes prédécesseurs. Mais vous avez un environnement concurrentiel très dense, hein, parce que des gens qui leur disent « voilà ce que je te propose, voilà ce que tu peux devenir grâce à moi », il y en a d'autres. Mais bien sûr. Et je les vois sur les réseaux sociaux. Et ils ont plus de moyens que vous. Et je les vois sur les réseaux sociaux s'étonner qu'il y a des meurtres à tout va, alors que c'est eux qui ont distribué les poches de sang contaminé, alors qu'ils s'étonnent qu'il y a du sida dans le pays. Je veux dire, non, je suis très sérieux là. Attention, j'entends des cris d'orfraie pour dire finalement comment est-ce que les politiques sont impuissants face à la délinquance, etc. Ces mêmes personnes étaient de grands trafiquants dans le passé et choisissaient une voie et ont inspiré ces jeunes-là. Et ces jeunes-là se retrouvent pris dans une espèce de magma dont ils n'arrivent pas à se sortir, tout simplement parce que quand on est dedans, on n'en sort pas. Ce que les jeunes ne savent pas, vous rentrez dedans et puis vous y êtes définitivement parce qu'on vient vous demander des comptes, on demande des comptes à votre famille. Non, mais là, vous parlez des instigateurs. Oui. Moi, je vous parle des jeunes. Alors moi, je vous dis les jeunes. Quel discours vous pouvez tenir? Mais les jeunes, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu peux gagner, Ouais. mais tout en dormant sur tes deux oreilles, en ayant une famille et en vivant de manière totalement réinsérée. Parce que c'est une chose que de vivre comme je viens de vous le décrire, et puis c'est une autre chose que de vouloir vivre comme la Mara ou la Salvatrucha Les Maras d'Amérique du Sud. du Voilà. Salvador. Voilà, Oui, exactement. mais il y a une différence. Quand on gagne 1 200 € parce qu'on n'est pas aux 35 heures et que de toute façon on a un CDD et que le banquier vous regarde de manière un peu méprisante, on fait quoi? Mais ça, c'est la situation de tout le monde. C'est pas C'est la situation de tout le monde. mais Si vous ce estimez... discours-là, il ne peut pas l'entendre. Mais Parce écoutez. qu'il veut être différent. Écoutez, si l'ambition d'un jeune aujourd'hui, c'est de tomber dans le tout consumérisme, consommation, montre de marque, chaîne en or, et puis Oui, mais Charles vêtements de Chamas, il y a marque... une différence entre avoir des Rolex partout, y compris autour du cou, et gagner 1 200 € net par mois. Mais à l'IMFPA, savez-vous qu'on permet la construction de boîtes, d'entreprises. Ouais. Et on a des success stories comme ça. Il y a des personnes qui sont passées chez nous et qui ont ouvert leur boîte et Ouais. qui, 4 ou 5 ans après, ont 2, 3 salariés et puis au bout d'une dizaine d'années, ont plusieurs estafettes, ont une Oui, je quinzaine de comprends. salariés. Voilà. Ça, je comprends. Donc mais c'est la stratégie. Oui, mais Moi, ce que je veux vous dire, c'est que... on va dire que... ils ne sont pas très nombreux, on est bien d'accord. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un seul Mbappé. Et pourtant, il y a des milliers de footballeurs en Martinique comme partout ailleurs. Tout le monde aspire à être Mbappé, mais il faut commencer à jouer au football pour être Mbappé. Oui. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, à l'IMFPA, on vous donne une profession avec une qualification professionnelle. Et là, on vous dit, vous vous insérez dans le marché du travail, et puis, en fonction de vos ressentis, en fonction de votre intelligence pratique, en fonction de votre capacité à vous investir, en fonction de votre travail, et aussi la possibilité de vous faire financer, eh bien, vous pouvez construire une boîte solide. Oui. Et c'est ça. Moi, je crois très honnêtement que les jeunes aujourd'hui, il y en a énormément qui se laissent avoir par amour, gloire et beauté. Et puis, il y en a aussi qui ont des ambitions légitimes. Vous avez failli dire bandit. Vous n'allez pas me faire déraper. Vous avez failli dire Vous bandit. n'allez pas me faire déraper dans cette polémique. Parce que vous savez que la plupart d'entre eux ne connaissent pas amour, gloire et beauté. Hein. Bon, mais voilà. Par Ou contre, alors bandit, Dallas connaissent. à l'époque. Dallas à l'époque. non, c'est même pas la peine. Bandit. Bandit, Maintenant, c'est bandit. ouais. Bon. Et donc, et puis, il y en a d'autres qui sont conscients et puis veulent entreprendre légitimement. J'ai le sentiment très profond que si vous étiez le président du conseil exécutif de la CTM, vous auriez une autre politique. Vous savez, le nerf de la guerre manque tellement que ce que le président du conseil exécutif de la CTM fait, il le fait pour nous, bien évidemment, parce qu'on a quand même un volant financier de 160 millions d'euros par année, Ouais. à investir, et que sur les... Il fait ce qu'il peut. En fait. Oui, et voilà. Et il est en train de rattraper. Ouais. Il est en train de rattraper la situation
pour que la prochaine mandature soit plus à l'aise. Bon, Parce que très en fait, honnêtement, il travaille pour ses, mais oui, mais ses successeurs. très honnêtement, il y en a assez de faire la politique comme ça. Et je parle de l'ancienne Ah mandature. non, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Je parle non, de l'ancienne mandature. Attendez, on ne peut pas mettre tout sur les épaules d'Alfred Marie-Jeanne. Mais- Ce n'est pas vrai. Mais Avant Alfred Marie-Jeanne, il y avait Serge de Timmy, Oui, il y avait Josette Manet. oui. Avant ces gens-là, il y avait Claude Lise. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas d'incidence sur les gestions précédentes. Pas à cette échelle-là. Pas à cette échelle. Rappelez-vous, en 2015, c'était 500 000 euros. On accusait l'ancienne mandature de 500 000 euros de trous. Ça avait créé un émoi, alors que aujourd'hui, je parle de 197 millions. Enfin, bon, Sur un budget d'1,4 milliard, c'est pas non plus la mort. oui, mais ça représente 25% du budget de fonctionnement de la CTM. Sur 25%. Sur une année. Mais bon, qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir vous écouter en off, ok? Ce que nos concitoyens, là, n'ont pas comme chance. Autour du président, il y a des experts bancaires, soi-disant, qui sont venus lui dire Serge, ne fais pas d'emprunt obligataire, alors qu'il pouvait récupérer 600 millions d'euros en une matinée. Parce qu'il y a tellement, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a tellement de fric dans le monde que, bon, 600 millions d'euros, et si 600 millions d'euros d'emprunt obligataire remboursables dans 50 ans, ok, comme l'ont fait d'autres départements ou territoires, notamment la Guadeloupe, ça aurait pu régler votre problème. Hein. À quel taux? Mais, à la limite, on s'en fout. Ah non. On s'en fout, Ah non. mais attendez, nous payons aujourd'hui, vous payez moi aussi, les emprunts qui ont été faits par Émile Maurice. Tout à fait. Bon, ben alors, Moi, je vous dis... pourquoi il dit non, je ne vais pas emprunter d'argent? Pense que, et ça c'est mon point de vue personnel, je trouve que faire peser des dettes sur les générations futures, c'est se dispenser de sa responsabilité morale et financière. Pourquoi? Ceux qui ont fait ça par le passé, ils l'ont fait, et tant mieux s'ils ont bien dormi. Personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais attendez, vous, je viens de vous le rappeler, vous, comme Serge de Timmy le dit, je paye les investissements du passé. Et pourquoi nos enfants et nos petits-enfants ne paieraient pas les investissements qu'on fait pour eux? Mais parce que le but, c'est de ramener la CTM à un niveau d'épargne brute de l'ordre de 10%. Combien de temps? Dans 4 ans. Pour avoir une santé financière qui permette au pays de redémarrer une activité économique, institutionnelle et puis infrastructurelle saine. Mais ça, c'est une vision. Alors, c'est une philosophie. Charles Chamas, entre-temps, il y a des dizaines, des centaines d'associations, d'entreprises qui auront mis la clé sous la porte parce qu'elles ne sont pas payées par la CTM. Et ça, qu'est-ce que vous dites face à cet argument-là? L'argument, c'est direction Cofin et ils essaient de voir comment gérer le mieux possible la situation. Voilà. Bon, je vous emmènerai au tribunal de commerce le mardi après-midi. Vous verrez la catastrophe. Oui. Dernière question. Vous êtes enseignant. Oui. Quel message pour les parents? Peter Drucker, l'économie de l'intelligence. Peter Drucker, il a, dans les années 60, inventé quelque chose. L'économie de l'intelligence, c'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'IA, mais pas seulement, avec Google et avec l'auto-formation, il y a possibilité d'ouvrir des horizons monstrueux en termes d'auto-formation, en termes de savoir, en termes de connaissances, pardon, j'ai dit savoir, en termes de connaissances, parce que le savoir est éthéré dans les bouquins, la connaissance, c'est ce qu'on maîtrise. C'est exactement comme le vocabulaire qu'on maîtrise, alors que le lexique est dans le dictionnaire. Eh bien, Peter Drucker a parlé d'économie de la connaissance, et cette économie de la connaissance-là a permis à un petit pays qui n'avait absolument rien, comme la Corée du Sud ou comme Singapour, d'être des géants par les microprocesseurs, par l'intelligence financière, par des choix stratégiques fondamentaux, très tôt. Et regardez le Japon. Le Japon et l'Allemagne, ce sont deux pays qui ont été détruits. Et ben aujourd'hui, c'est les 3e et 4e économies mondiaux. Moi, je suis persuadé que dans votre note aux électeurs aux élections législatives de très bientôt, vous allez expliquer qu'il faut investir en masse pour l'éducation. C'est l'éducation, et puis c'est l'accompagnement familial. Parce qu'un enfant,
il ne s'élève pas seul. S'il n'y a pas un accompagnement familial, un réseautage avec cet enfant-là, il ne pourra jamais faire seul tout. Charles Chammas, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez revenir à la rentrée et on refera le point parce que vous avez encore plein de choses à nous dire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Je sais que vous avez plein de potes à l'issue de cette émission. Oui. D'ailleurs, vous passez votre temps à les collectionner. Je ne pense pas avoir été irrévérencieux vis-à-vis de quiconque. Oh, pas du tout, pas Non, du tout. Ça va se mesurer sur votre téléphone portable qui devrait sonner. Et nous, on vous dit à très bientôt, à la fois pour les rééditions, on va dire ça comme ça, rediffusion pendant les grandes vacances, et puis rendez-vous à la rentrée. Merci d'avoir soutenu cette émission. Merci de votre fidélité et à très bientôt.